Cette semaine, nous avons navigué sur le Mississippi à bord du flamboyant bateau-théâtre à travers Showboat, l'un des triomphes des années 20 à Broadway. Puis nous avons assisté à la guerre des bandes dans les rues populaires de Manhattan avec West Side Story. Pour ce dernier épisode de notre série sur l'industrie de la comédie musicale, direction Paris où un soir de décembre 1978, la France découvre l'anarchiste Johnny Roquefort, le milliardaire Zéro Janvier et la serveuse automate Marie-Jeanne. L'un des premiers opéras rock français est né et il s'appelle Starmania. On prend pour des fous ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout, on se fout de tout, on se fout d'être malheureux, on s'aime encore mieux quand on n'a plus rien à perdre, quand on n'a plus rien à perdre. Si tu pars avec moi, les gens te montreront du doigt. Si je pars avec toi, j'oublierai qui j'étais. Tu seras hors la loi. Si je t'enchaîne à moi, tu aimeras tes chaînes. Je m'accrocherai à toi comme le lierre à un chêne. Loin. Bonjour Dominique Sago-Duboroux et Bernard Janot. Bonjour Tiffaine. Merci beaucoup d'être avec nous. Bernard Janot, vous êtes docteur en langue et littérature française, maître de conférences en études culturelles à l'Université de Lorraine à Nancy et auteur d'un ouvrage à paraître aux presses universitaires de Provence, la comédie musicale à la française, de l'opéra rock à l'opéra urbain. Alors cette semaine, nous avons parlé de la naissance de la comédie musicale aux États-Unis et de son âge d'or dans les années 40 et 50. Que peut-on dire de l'histoire française de la comédie musicale? Quand démarre-t-elle, Bernard Janot? Alors c'est une question compliquée parce que nous en France on a une longue tradition de la dramaturgie musicale, on a une longue tradition de la tragédie lyrique, de l'opéra à la française, de l'opérette, et au XXe siècle en fait on va avoir une forme un petit peu plus sobre que ce que présentait l'opérette, qui s'appelle l'opérette légère. Et des journalistes disent que ces opérettes légères sont des comédies musicales, un peu sur le modèle du théâtre musical américain. D'autres disent non, on reste dans le domaine de l'opérette parce qu'il y a une vocalité quand même lyrique, opératique. Donc c'est extrêmement difficile de donner en fait une date. Des œuvres par exemple comme Fifi et Dédé à la fin des années 1910, début des années 1920 sont considérées comme des opérettes légères, antichambres de la comédie musicale. Irma la Douce, pour certains, est considérée comme une comédie musicale, d'autres une opérette légère. Voilà. Moi, ce que j'appelle vraiment comédie musicale à la française, c'est stricto sensu 1971, avec l'arrivée de l'album W de Jean-Jacques Debout et François Dussolier, qui sera joué au Châtelet. C'est là en fait où on instaure en fait un genre musical copié un petit peu sur celui des États-Unis qu'on appelle comédie musicale à la française. Et dans cette histoire de la comédie musicale à la française, Starmania, dont la première représentation a lieu en avril 1979, constitue un tournant. Alors, Starmania naît dans un tournant culturel et dans un tourment aussi, puisque l'économie, la politique, le système social est un peu bouleversé dans cette fin des années 70. Et Starmania instaure un système de production très particulier qui sera repris par la suite, c'est-à-dire on sort un album concept, il y a toute une aventure de l'album en plus dans Starmania, et on joue le spectacle dans une salle grand format à partir du moment où l'album fonctionne. Ce qui n'était pas gagné en fait au début pour Starmania. Donc eux, Michel Berger et Luc Plamondon vont institutionnaliser en quelque sorte ce type de production. Ce n'est pas le premier opéra rock en fait, Starmania. On va avoir quelques essais auparavant. En 72, on va avoir un album concept qui s'appelle Mégalopolis de Herbert Pagani, en fait, qui est un auteur italien qui va écrire intégralement en français une œuvre qui sera ensuite portée à Bobino, par exemple, ou qui sera choisie pour la réouverture du Palais de Chaillot en 75. On va avoir bien sûr La Révolution française de Claude Michel Schoenberg et Alain Boublil, qui est quand même sous-titré Rock Opéra en 1973. Voilà. Starmania, en revanche, est un ovni dans l'espace culturel, à la fois dans son mode de production, comme je le disais, et dans son histoire, puisque
c'est créé ex nihilo, quoi, ce spectacle. Et on va revenir sur les conditions de la création de ce spectacle. Mais d'abord, Dominique Sagot-Duvauroux, vous êtes avec nous depuis Nantes et vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université d'Angers, spécialiste de l'économie de la culture. Est-ce que vous diriez que Starmania va donner, à la fin des années 70, un nouveau souffle à l'économie de la comédie musicale en France ? Ben, en tout cas, ça va être un exemple qui va ensuite être imité, copié, parce que une des caractéristiques de l'économie du spectacle vivant et de l'économie du spectacle vivant musical en particulier, c'est que c'est une économie risquée. Donc à partir du moment où on essaye d'identifier un modèle, on va essayer de le dupliquer. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Starmania, mais dans les comédies musicales, c'est que finalement, c'est un genre qui a été à l'origine de l'économie de la culture, en fait, puisque dans les années 60, deux économistes fameux, William Baumol et William Bowen, publient un livre sur la situation des théâtres à Broadway et expliquent qu'en fait, ces théâtres sont en crise parce qu'ils connaissent une augmentation régulière de leurs coûts de production et que donc, il faut trouver des solutions dans une économie à l'époque, aux États-Unis, mais toujours d'ailleurs, où il n'y a pas de... Il y a très peu de financement public. Donc Starmania et comme l'ensemble des comédies musicales françaises et américaines, finalement, sont presque des caricatures de comment peut évoluer le spectacle vivant dans une économie de marché où il y a peu d'intervention publique. Donc ce que vous nous dites, c'est que monter un spectacle musical, ça coûte très cher et ça nécessite un investissement sur le temps long. Il faut notamment rentabiliser un spectacle grâce à des centaines de représentations pour amortir les coûts de production, Dominique Sagot-Duvauroux. Exactement. Ce qui caractérise l'économie du spectacle vivant, c'est que c'est une économie où c'est le temps qui a de la valeur. Il faut du temps pour répéter, il faut du temps pour imaginer l'œuvre, il faut du temps pour la jouer. Or, l'économie dans laquelle on évolue, nous, dans le monde occidental, c'est une économie qui est fondée sur la productivité, et donc sur l'économie de temps. Et donc, à partir de là, effectivement, cette économie du spectacle vivant, elle connaît cette pression à la croissance des coûts, et les solutions à cette situation-là, lorsqu'il n'y a pas de subventions, comme dans le théâtre classique en France, eh bien c'est soit l'augmentation du prix, mais pour pouvoir augmenter le prix, il faut nécessairement que l'œuvre soit très exceptionnelle, qu'elle soit pas substituable. Donc il faut créer une expérience du spectacle qui fasse qu'on est prêt à payer 100 € ou 100 $ pour le spectacle. Il faut, comme vous le disiez, amortir l'investissement initial sur un très grand nombre de représentations, ou alors il faut il faut diminuer les formats. Par exemple, Baumol avait montré que sur la période 1945-1980, sur Broadway, le format moyen des représentations de théâtre était passé de 16 comédiens, de 16 artistes à 8 artistes sur scène. Donc on va ajuster en réduisant le format, ce qui va expliquer notamment l'existence de toute une économie du spectacle musical, qui sont des petites formes qu'on trouve aux États-Unis comme en France. Et puis, pour faire face à cette croissance des coûts, on va essayer de développer aussi toute une économie du produit dérivé, qui est caractéristique de ce secteur d'activité. Et si on n'arrive pas à faire ça, la seule solution, c'est d'avoir des subventions publiques, mais c'est pas un genre qui est fortement subventionné aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, au grand soleil, en plein midi, on attendait le même feu vert, lui à pied et moi dans ma corvette.
cette voix, c'est celle de la chanteuse québécoise Diane Dufresne et elle va subjuguer Michel Berger. C'est comme cela qu'il va décider de rencontrer le Québécois Luc Plamondon, Bernard Jeannot. Exactement. France Gall a fait découvrir à Michel Berger en 75 l'album Opéra Cirque, qui était un album écrit par Luc Plamondon. Et Michel Berger, qui avait une violence contenue en lui, qu'il tentait d'exprimer par sa musique, mais dont il ne réussissait pas à se satisfaire avec sa plume, est complètement subjugué en fait par une écriture que moi je qualifie de rock en fait chez Plamondon, c'est-à-dire une écriture à la fois naturaliste, une écriture parfois assez crue, acerbe. Et il va téléphoner à Luc Plamondon. Alors il n'a pas fait attention au décalage horaire, il appelle de Paris à Montréal et il dit: bonjour, je suis Michel Berger, je veux faire un opéra rock avec toi. Plamondon n'y croit pas, il trouve que c'est un petit peu peut-être impertinent. Et puis les deux hommes vont se rencontrer et c'est un coup de foudre amical entre Michel Berger et Luc Plamondon. Donc c'est vraiment, en fait, c'est les deux égéries en fait, des auteurs-compositeurs qui vont se faire rencontrer les deux hommes. C'est France Gall et puis Diane Dufresne. Et ces deux artistes ne devaient pas participer à la première mouture de Starmania. Michel Berger et Luc, c'était interdit de faire venir sur l'album et sur scène France Gall et Diane Dufresne. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas de stars, alors même qu'ils dénoncent la starification dans leur spectacle. Exactement, ils ne voulaient pas de tête d'affiche. Et le producteur, le PDG de Warner France, qui est Bernard de Bosson à cette époque-là, a dit: mais ça pose un problème, on n'a pas de tête d'affiche et l'album ne s'est pas vendu comme on le souhaitait dans la fin de 1978. Et c'est là en fait que Diane Dufresne et France Gall sont arrivés sur le casting parce que quand même, il a fallu avoir ce petit coup de promotion et de publicité. Et on peut dire que cette œuvre, Starmania, porte la marque de ces deux créateurs, avec l'influence américaine de Luc Plamondon, nord-américaine, et l'influence de la musique classique du côté de Pierre Berger. Tout à fait. Michel Berger, oui, Michel tout à Berger. fait. Oui, Michel Berger était le fils de Annette Haas, qui était une grande concertiste. En fait, il a été élevé dans une culture de la musique classique. Raphaël Amburger, que j'ai rencontré, le fils donc, de Michel Berger et France Gall, me disait: à la maison, nous, on entendait Bach, on entendait Beethoven. Donc, il a toute cette culture-là, Michel Berger, qu'on peut retrouver aussi à certains égards. Mais mes amis musicologues ont analysé certaines chansons de Starmania en retrouvant, par exemple, des traces du canon de Pachelbel dans Le Monde est Stone, par exemple. Voilà. Luc Plamondon, lui, apporte une plume virulente, une plume rebelle. Et c'est cette association d'un compositeur et d'un parolier, en fait, qui va fonder vraiment le modèle de l'opéra rock, avec ce mot valise qui est assez intéressant. Opéra qui renvoie à quelque chose d'assez académique, et puis rock, quelque chose de très rebelle, très révolutionnaire. Bernard Jeannot, il nous faudrait 1 heure, peut-être plus, pour raconter l'intrigue de Starmania. Vous pouvez quand même tenter de nous la résumer en quelques Oui, mots. c'est compliqué parce que Starmania, c'est une intrigue qui est à la fois complexe et puis en même temps finalement très linéaire. On est dans Monopolis qui a été proclamée nouvelle capitale de l'Occident, qui est terrorisée par un groupe de loupards, en fait, de zonards, comme on les appelait à l'époque, les Étoiles Noires, dirigées par Johnny Roquefort. Et en fait, cette société, elle est aussi complètement abrutie par le pouvoir de la télévision, par Télécapital. Et dans Télécapital, on a une émission, un peu de télé-réalité en quelque sorte, qui permet à chaque personne qui le souhaite d'avoir 3 minutes de gloire à la télé. Cette émission s'appelle Starmania. Elle est présentée par Cristal. Et dans Monopolis, en fait, on a deux mondes qui se confrontent. On a le monde des nantis, le monde des souterrains, de l'underground, où travaille Marie-Jeanne, la serveuse automate, amoureuse de Ziggy, qui ne se consume que pour les garçons. Et puis le monde du haut, en fait, des riches, des milliardaires, le monde de 0 janvier et de Stella Spotlight, par exemple. Donc, entre ce monde des souterrains, qui est aussi un monde où se retrouvent les rebelles, les nantis, les anarchistes, et ce monde ultra-capitaliste, en fait, il va y avoir un conflit politique et bien sûr un conflit amoureux. Moi, je trouve ça passionnant, l'opéra rock, parce que c'est en même temps, ça a des rapports vraiment avec l'opéra, parce que c'est un drame lyrique en même temps, un opéra rock, et puis en même temps, c'est la musique moderne. Alors, je trouve que ça a beaucoup de qualité. C'est un peu la transposition moderne de l'opéra, avec le fait que c'est entièrement chanté du début à la fin. C'est pas une comédie musicale, c'est-à-dire que c'est pas une suite de sketchs qui s'alternent avec des chansons, mais c'est un morceau de musique de 2 heures avec une histoire. C'est un petit peu ce qu'était un opéra avant, mais on ajoute un peu le mot rock parce que c'est avec de la musique moderne et populaire. On a fait pour l'instant des extraits qui sont les chansons, et puis maintenant on termine le spectacle parce qu'on est parti sur un scénario. On a travaillé bien 1 an et demi déjà sur le scénario, parce que pour nous c'était très important d'avoir une histoire vraiment forte, comme un film, comme un scénario de film,
Parce que un des défauts un peu des tentatives de spectacles musicaux qui ont été faites, c'est qu'en général, on s'appuie beaucoup sur la musique et qu'on compte dessus pour faire passer le reste un peu. Ça, vraiment, on a essayé d'éviter ça. Nous parlons de l'industrie de la comédie musicale sur France Culture dans Entendez-vous l'écho avec Dominique Sagot-Duvauroux et Bernard Janot. On vient d'entendre Michel Berger, invité dans l'émission Oiseaux de nuit sur la radio-télévision suisse le 16 décembre 1978. Michel Berger et Luc Plamondon ont défini l'opéra rock à la française, Bernard Janot. Complètement, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est pas le premier c'est pas le premier opéra rock, je vais y arriver, français. En revanche, c'est eux qui l'ont défini et institutionnalisé en 3 temps. Michel Berger vient de dire que c'est la transposition moderne d'un opéra. Ça, c'est tout à fait exact, avec presque cette esthétique de scénario de film. On est dans Starmania, en tout cas dans la première version 79, dans une esthétique du zapping, avec des intrigues croisées, des flashbacks. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un petit peu l'esthétique de la télécommande, en quelque sorte, dans nos séries télévisées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un spectacle rock, c'est-à-dire un spectacle de musique populaire, moderne, qui bouge. Et dans Starmania, il y a finalement très très peu de rock. Dans Starmania, on a du blues, de la ballade, du funk, du disco, on a même du tango, mais on a des musiques en quelque sorte variées et qui bougent, qui peuvent créer une certaine émulation pour la jeunesse. Et puis troisième point, un opéra rock, c'est un spectacle de jeunes, pour les jeunes, par les jeunes. Ça, c'est très important et qui parle des problématiques de la jeunesse. Et on va voir effectivement comment toutes ces problématiques économiques et sociales soulevées dans Starmania résonnent pour cette jeunesse de la fin des années 70. Mais d'abord, effectivement, sur cet opéra rock à la française, est-ce qu'on peut dire, Bernard Janot, qu'il s'inspire des opéras rock américains? On pense par exemple à Tommy du groupe The Who qui sort en 1969. Voilà, donc Tommy est un album qui vient d'Angleterre. En revanche, on a des essais dans les années 60 d'opéra rock sous forme d'album concept aux États-Unis. On a 3-4 essais. Tommy, en 69, effectivement, du groupe The Who, est celui qu'on a considéré comme le premier opéra rock au monde par les problématiques de la jeunesse qu'il renferme. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a de multiples handicaps, on pourrait dire. Il est sourd, muet, et il va devenir champion de flipper voilà, dans une société qui est un petit peu à la fois décadente et psychédélique. Donc quand le spectacle et l'album arrivent aux oreilles des Français, on considère que c'est un truc un peu trash, un petit peu sale. On fait même, la presse de l'époque dit même qu'il s'agit d'une sorte d'apologie de la pédophilie. Donc voilà. Donc c'est vraiment les Américains et les Anglais qui ont institué en fait l'opéra rock sous le format de l'album concept. France Culture. Je veux faire un show, Je demande pas mieux, mais du nouveau. c'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers. Pourquoi toujours America First? West Side Story, C'est bien fini, les parapluies. c'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal, Entendez-vous l'écho? ça balance pas mal. Ça balance si. Tiffaine de Rocquigny. La première de Starmania a donc lieu en avril 1979, mais avant d'être un spectacle musical, c'est un album qui sort à l'automne 1978, et au départ c'est un album qui peine à trouver son public. Bernard Janot. Exactement. Alors il y a une aventure d'album. Ils ont mis quasiment 1 an à réaliser cet album, entre l'enregistrement des cordes, des voix, etc., toute la promotion. Et l'album peine à trouver son public parce que il n'y a pas véritablement de promotion. Voilà. Alors, il faudra quelques coups de génie, en fait, alors notamment de Bernard de Bosson, qui, lui, va générer des sorties de singles. Et il a inventé, en fait, Bernard, un système de promotion, en fait, du vinyle à cette époque-là. C'est-à-dire que lui, en tant que directeur chez Warner, va sortir le double album vinyle, et il va prendre son bâton de pèlerin pour aller démarcher les maisons de disques de chacun des artistes, afin que les maisons de disques sortent des singles, dont les rétributions iront pour le double vinyle, à partir desquels, en fait, Warner pourra financer les artistes. Donc, il y a un système économique nouveau qui se met en place. Et puis, de Bosson, en fait, va aussi
demandé à ce qu'il y ait une publicité télévisuelle, alors notamment dans l'émission de Marie-France Brière en décembre 78. Et ça va tout changer. Et ça va tout changer puisque dès le lendemain, en fait, il n'y aura plus d'albums dans les bacs. Donc on découvre les grands tubes du spectacle avec orchestre symphonique et on suit la linéarité de l'histoire présentée par Michel Berger et Luc Plamondon. Et donc ça, c'est un spectacle, Starmania, qui a été financé par l'industrie du disque, Dominique Sagot-Duvauroux. Oui, c'est une originalité de Starmania et Bernard a raison d'insister sur le rôle de Bernard de Bosson dans cette histoire. Il faut savoir que à l'époque, Michel Berger est salarié de la Warner. Il était embauché par Bernard de Bosson depuis 1971 et c'est des amis très proches et Bernard de Bosson fait confiance à Michel Berger quand il évoque pour la première fois cette idée d'opéra. Et donc le processus se met en marche. Il commence à construire cet opéra et effectivement Bernard de Bosson se rend compte qu'il y a un problème, c'est que au sein de la Warner, il n'y a pas de chanteurs ou de chanteuses qui vont rentrer dans la production. Et donc, il imagine, comme le disait Bernard tout à l'heure, un nouveau système où effectivement, il laisse les labels qui représentent les artistes présents dans la programmation, sortir des singles, et lui, il produit l'album. Il faut rappeler le titre de l'album, c'est Starmania ou la passion de Johnny Roquefort selon les évangiles télévisés. C'est vraiment le succès du tube de France Gall, Besoin d'amour, qui va lancer l'aventure, Dominique Sagot-Duvauroux. Exactement. Ça va être une des particularités telle qu'elle est décrite notamment par l'étude qu'avait fait Xavier Dupuis de l'opéra de la comédie musicale à la française, où finalement l'important c'est d'abord l'album, la variété, les chansons, et d'une certaine façon le spectacle vient dans un second temps. Oui, ça crée un modèle, un itinéraire qui va du disque au spectacle. Ça devient un modèle typiquement français, Dominique Sagot-Duvauroux. C'est ça, et aussi savoir pour conséquence que finalement, l'histoire de Starmania, qui est une histoire dont on se rend compte aujourd'hui qu'elle est très précurseuse de l'évolution du monde, elle va être en grande partie invisibilisée par le succès des tubes. Tout le monde va connaître les tubes de Starmania, mais finalement très peu de gens connaissent l'histoire, connaissent les thématiques qui sont traitées par Starmania et qui évoquent à la fois effectivement la transformation du monde à la fin des années 70, mais évoquent sans doute encore plus la transformation du monde aujourd'hui. Et donc finalement, si Starmania s'est révélé rentable, c'est vraiment grâce aux ventes de disques, pas tellement en raison des spectacles, des représentations à Bernard Janin. En 79, ils n'ont joué que 33 fois, en fait. Parce que le Palais des Congrès était réservé après. Exactement. Roland Hubert, le producteur, avait réservé le Palais des Congrès pendant 3 mois pour faire figurer ses artistes, dont Serge Lama, Chantal Goya, Thierry Leluron. Il restait un tout petit créneau, en fait, de quelques semaines pour accueillir Starmania. Et juste après Starmania, le Bolchoï arrivait. Donc les étrangers avec leur visa, etc., on ne pouvait pas reculer en fait la date de leur venue. Donc c'est un succès fulgurant. C'est ça qui, à mon sens, génère le mythe aussi de Starmania. C'est ce côté très éphémère. C'est le mythe des grandes icônes dont la carrière s'est éteinte rapidement en quelque sorte. Et justement, comment expliquer le triomphe de Starmania? Qu'est-ce qui séduit le public dans le modèle de l'opéra rock à la française? C'est le fait justement d'aborder des thématiques qui touchent la population française à cette époque, Bernard Janin? Alors oui, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, d'abord, comme je le disais, c'est un spectacle de jeunes, pour les jeunes, par les jeunes. Donc c'est toutes les problématiques de la jeunesse qu'on va avoir. La question de la rébellion contre les dogmes, contre une doxa sociale et politique, des aspirations à des idéaux, un refus d'une société de consommation et d'une société de robotisation en quelque sorte. Et puis on a toutes les grandes problématiques aussi de la tragédie humaine, c'est-à-dire Marie-Jeanne la serveuse automate par exemple, chantée par la voix de Fabienne Thibault. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? Je veux pas travailler juste pour travailler. Voilà, ça c'est quand même une grande problématique de tout être humain, de tout un chacun. La problématique aussi, comme le chante le personnage de 0 janvier, pour pouvoir dire pourquoi j'existe. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire
pourquoi j'existe, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on va faire briller son étoile dans un monde aujourd'hui terne, aseptisé, hein. Il suffit juste d'entendre par exemple quel est le menu que sert Marie-Jeanne, la serveuse automate, à ses clients dans l'Underground Café. C'est que des choses complètement aseptisées. Voilà. Donc ça, c'est des grandes problématiques de la tragédie humaine. Comment je vais exister en fait? Comment je vais pouvoir me faire reconnaître et me connaître moi-même, hein, finalement. Donc ça marque la jeunesse à l'époque. Ouais. Comment Starmania reflète-t-elle les préoccupations économiques et sociales de l'époque? On continue à en parler avec vous, Bernard Jeannot et Dominique Sagot-Duvauroux, juste après ça. Le soleil brille en Nancyland sur les buildings de 100 étages. I got the whole world in my hand. Au 121e étage. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse sur Nancyland. On vit déjà sans pied sous terre. C'est le retour aux catacombes. Entre les murs des grandes artères, l'on ne voit plus jamais son ombre. La ville a étendu ses ailes sur toute la grandeur du pays. Les néons flashent dans le ciel et le jour ressemble à la nuit. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse en Nancyland. Yeah. Ce soir, on danse à Naziland sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Starmania 1979, l'étoile de Berger, c'est notre sujet. Aujourd'hui, l'économiste Dominique Sagot-Duvauroux et le spécialiste de Starmania Bernard Jeannot sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Jean-Guilain Mège. Ce soir, on danse. Alors Starmania est-elle une œuvre futuriste, visionnaire? Pour vous, Bernard Jeannot, elle traduit avant tout les préoccupations, les inquiétudes à l'œuvre dans les années 70? Moi, je suis très, très, très en colère quand on dit que c'est une œuvre prophétique. C'est une œuvre futuriste, oui, mais là, on parle d'esthétique. Effectivement, on est dans du futurisme, dans de la science-fiction, dans C'est un une futur dystopie. proche. C'est une dystopie, tout à fait. Mais c'est pas prophétique en fait, parce que d'abord, en tant que chercheur, moi j'ai quand même bien épluché tous les dossiers de presse qui se faisaient depuis la création de Starmania jusqu'à nos jours. En 89, on disait Starmania avait déjà tout prévu. Ah, bon, alors, donc, si c'est toujours prophétique, c'est jamais prophétique, finalement. Non, moi, je pense en vrai que Michel Berger et Luc Plamondon ont parfaitement compris leur présent et toutes les grandes problématiques du présent. C'est-à-dire, quand on dit, bah voilà, en 79, on parle du travestissement, de l'homosexualité. Ouais, mais il faut pas oublier que Luc Plamondon, c'est un Québécois, qu'il a une influence nord-américaine. Les études de genre, elles naissent au début des années 70. Donc, il connaît ça, lui, sur le bout des doigts. Les problématiques écologiques ne sont pas nouvelles dans les années 70. Enfin, je veux dire, on a quand même le naufrage de la Moko Cadiz. Voilà, les dérives sectaires. Raël apparaît dans le milieu des années 70. Les problématiques d'extraterrestres. Donc, voilà. Et puis, cette ville tentaculaire qui est Monopolis, c'est aussi une reduplication de la ville souterraine de Montréal qui, faut quand même le dire, dans les années 70, avait plus de 30 kilomètres de souterrains dans lesquels, en fait, on vit la moitié de l'année, quoi. Donc, en fait, c'est des grandes problématiques du présent, mais je dirais qu'on polarise et dont on tire les ficelles vers une forme d'intemporalité qui sera portée par les tubes, hein, des chansons. Ce qu'il faut dire, c'est que Starmania arrive dans un contexte économique particulier, hein, celui des deux chocs pétroliers qui secouent l'économie mondiale. Et la France, qui sort de 3 décennies de croissance, va être évidemment largement touchée par ces chocs, Dominique Sagot-Duvauroux.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Bernard, effectivement, les années 70, c'est des années d'un point de vue économique qui sont cruciales parce que c'est finalement les années où on bascule du modèle industriel dominé par des grands patrons d'industrie à un modèle post-industriel où finalement l'économie va être dominée par les marchés financiers. Et donc, cette transition qui aussi est marquée par l'émergence de la question écologique avec le Club de Rome au tout début des années 70. Et puis, moi, ça m'a fait penser l'histoire du gourou dans Starmania à René Dumont, qui est candidat à la présidence de la République dans les années 70 et qui est présenté à l'époque par la télévision, par les médias, un peu comme un gourou. Alors qu'on va se rendre compte que finalement, ces prédictions vont s'avérer toutes assez justes. Donc, par rapport à savoir si c'est une œuvre prophétique ou futuriste, ce qui est sûr, c'est que à travers l'émergence de ces thèmes dans les années 70, effectivement, on a déjà les grandes lignes de ce que sera l'économie et plus largement la société dans les 30 années qui vont suivre. En économie, c'est vraiment une période très charnière avec notamment en France Valéry Giscard d'Estaing qui est président de la République et qui incarne un petit peu cette transformation économique vers un capitalisme plus financier. Et puis évidemment, il y a aussi la montée de la télévision qui est centrale, mais qui va exploser dans les années 80 avec la libéralisation des monopoles des grands pays européens comme l'Italie ou la France. On va parler de l'avènement de cette société de consommation, de loisirs, mais d'abord, ces préoccupations économiques apparaissent dans la complainte de la serveuse automate. Écoutez. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. La complainte de la serveuse automate, chantée par Fabienne Thibault, c'est une figure, Dominique Sagot-Duvauroux, qui incarne la servitude du travail. Je sais pas si c'est oui, enfin, il y a justement une lassitude du modèle fordiste du travail à la chaîne qui se traduit un peu partout dans le monde par une évolution des modes de gestion des ressources humaines à cette époque-là, une gestion plus en groupe, plus collective par rapport à un travail qui était très, très standardisé. Donc de ce point de vue-là, ces chansons incarnent cela. Elle incarne aussi un détachement qui va aller un peu croissant aussi de la jeunesse vis-à-vis du modèle d'une vie organisée autour du travail salarié, qui est le modèle que ma génération a connu en fait. On voit bien, et là aussi, c'est assez précurseur de la façon dont vont évoluer les choses, et que finalement, il va y avoir une frange de plus en plus importante de la jeunesse qui va se détacher du modèle dominant du travail, du salariat. À partir de cette époque-là. Starmania, c'est aussi une critique d'un monde devenu obsédé par l'argent. Il y a la chanson du disc jockey dans lequel le personnage évoque ce monde où tout n'est que fric. Et c'est aussi une réflexion, on a commencé à en parler tout à l'heure, Bernard Jeannot, sur les dérives du star system. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Oui, tout à fait. La chanson aussi qui incarne le mieux, c'est l'ironie portée dans le blues du businessman, par exemple.
puisque la chanson du blues du businessman était reçue par les Français comme une grande chanson nostalgique, comme presque un grand aria d'opéra. Et en fait, Luc Plamondon, lui, voulait faire une chanson ironique, parce que d'abord, c'est pas un blues. Enfin, très, très clairement, il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la grande déclamation à la Broadway, presque. Et puis, dans le blues du businessman, en fait, il y a des toutes petites touches où le personnage de 0 janvier nous dit j'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change de secrétaire. Presque comme si on changeait de personne au moment où on change d'habit, où on change de costume en quelque sorte. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant dans cette chanson, c'est lorsqu'il dit j'aurais voulu être un artiste, j'aurais voulu être un chanteur, mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'être un artiste et d'être un chanteur au moment où il le dit. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, en littérature, une prétérition, c'est-à-dire, c'est quand on vous dit pas de faire quelque chose, mais en fait, vous le dites quand même, quoi. Et ce qui fait que toute cette chanson-là, qui paraît être une chanson de nostalgie, c'est une chanson, en fait, d'autocritique du système commercial, du système rhétorique, du système médiatique, du système hyper spectaculaire, tout en le faisant. C'est ça qui est assez génial dans Starmania. Et oui, parce que dans le même temps, Starmania se sert de ces codes de la starification et va en jouer, on l'a dit tout à l'heure, avec des interprètes qui vont devenir des vedettes, et puis aussi parce que ça a coûté extrêmement cher à produire ce spectacle. Exactement, ouais, les interprètes. Alors donc Luc et Michel Berger ne souhaitaient pas avoir de tête d'affiche initialement, mais pouvoir en fait construire presque des vedettes, je dirais pas jusqu'à dire des icônes, même si ça y est, certains sont devenus des icônes, mais eux pensaient plutôt à un système de vedettariat en fait, hein, de promotion. Oui, en fait, ce qui est assez intéressant dans Starmania, c'est que les chanteurs suivent la destinée et la trajectoire, alors pas jusqu'à la mort heureusement, mais la destinée quand même de leurs personnages. C'est-à-dire que chacun de ces personnages dans Starmania souhaite devenir une star à sa manière, et ces jeunes chanteurs qui ont eu tous une trentaine d'années vont avoir le même trajet, la même ambition, peut-être le même désir, avec des choses qui peuvent être parfois tragiques quand on se retourne a posteriori sur les choses. Quand Daniel Balavoine chante à la fin en 1979, maintenant pour moi tout s'éclaire, je n'ai fait que passer sur terre, Et qu'il qu'on meurt sait son 7 ans destin. plus tard. Voilà, exactement. C'est assez fort, hein, donc voilà. Et Fabienne qui arrive en fait du Québec avec ses cheveux détachés, ses lunettes cerclées, ses robes à fleurs, et qui joue une Marie-Jeanne qui est quand même la transposition de Marie-Juana, et qui veut aller voir le soleil et cultiver ses tomates, c'est-à-dire qui veut être humaine parmi les humaines, quoi, en quelque sorte. Ça, en plus, c'est complètement le caractère de Fabienne, qui est une grande défenseuse des territoires, et voilà. En fait, c'est assez incroyable de voir que ce qui a fondé le succès de Starmania en 79 aussi, c'est que les tubes ont été incarnés par des chanteurs qui sont devenus les personnages, et les personnages sont devenus les chanteurs dans la vraie vie. Avec des fins très tragiques comme celle aussi de Michel Berger qui de est mort à Michel 44 Berger, ans. voilà, exactement, tout à fait, ouais. Et alors cette dérive du star system, en tout cas cette dénonciation de ces dérives apparaît effectivement dans le blues du businessman. France Culture. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Entendez-vous l'écho? Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. Tiffaine de Roquigny. Dominique Sagot-Duvauroux, lorsque Starmania pointe ainsi du doigt le star system, les mass médias, c'est une façon bien sûr de critiquer la société de consommation et de loisirs qui a été théorisée par Guy Debord. Oui, bien sûr, ça fait écho à ça. Ça va faire écho aussi à la montée des inégalités, hein, qui caractérise la période post création initiale de Starmania, puisque l'augmentation des inégalités dans le monde, elle démarre à partir des années 80. Moi, je trouve ça quand même, je trouve ça frappant la façon dont ces thèmes qui ont été mis en avant par Starmania, cette espèce de saturation du modèle du travail à la chaîne, de saturation du modèle de consommation, d'augmentation des inégalités, d'économie de l'attention aussi, hein, pour reprendre l'expression d'Herbert Simon. Ces thèmes, ils sont présents et ils vont devenir de plus en plus importants
dans les 30 années qui viennent. Et quand on réécoute aujourd'hui, quand on revoit Starmania monté par Thomas Joly cette année ou l'année dernière, on est frappé quand même par le côté, la façon dont ces années 70, en fait, ont dans leur germe la façon dont le monde va évoluer, jusque d'ailleurs à la montée de milliardaires d'extrême droite, racistes, qu'on voit un petit peu partout dans le monde. Oui, il y a déjà dans Starmania le mal-être de la jeunesse. À l'époque, c'est 2 ans avant l'élection de François Mitterrand, mais c'est un mal-être qu'on peut retrouver aujourd'hui, et mal-être qui a évidemment beaucoup d'explications, beaucoup de raisons d'être déjà dans les années 70, mais qui est notamment évidemment lié à ce moment-là à la montée du chômage et de la précarité. Dominique Sago-Duvauroux, pardon. Oui, il faut se rappeler que, comme vous le disiez tout à l'heure, les années 70, ce sont les 2 chocs pétroliers de 73 et de 79. C'est la politique de rigueur de Raymond Barre, qui arrive comme Premier ministre en 1977, si je me souviens bien, avec la montée du chômage. Donc la fin des espérances liées au progrès marqué par ce qu'on appelle les 30 glorieuses, et du coup d'une jeunesse qui va se sentir marginalisée, va se retrouver au chômage, et va être amenée, va commencer aussi à se poser des problèmes de l'avenir du monde, de l'évolution du climat, etc. Donc effectivement, ce qui est assez incroyable, c'est comment cet opéra rock, cette comédie musicale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, traduit finalement toute une série d'angoisses de la jeunesse qui, aujourd'hui, sont omniprésentes dans la tête des jeunes d'aujourd'hui, qui sont plus les jeunes des années 80 ou de la fin des années 60. Je crois que le sujet de Starmania, finalement, c'est la décadence du XXe siècle, la décadence du monde occidental. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup ça. Enfin, le sex symbole dans Starmania, c'est le dernier des sex symboles. Le businessman, c'est l'homme le plus riche du monde, qui devient, à la fin du show, il devient président de l'Occident. Il y a Johnny Roquefort, qui est un zonard, qui devient finalement, par sa rencontre avec Sadia, qui est une révolutionnaire, genre fille à papa, intellectuel de gauche, qui le politise et qui en fait un chef terroriste. C'est un peu Bader et Ulrike Meinhof, si vous voulez. C'était la spotlight dessus, un peu, si on veut, Marilyn Monroe ou Marlène Dietrich. Et 0 janvier, le businessman politicien, c'est quelque chose entre Hitler et Carter. Voilà, Luc Plamondon dans une interview pour la télévision belge lors des dernières répétitions avant la première au Palais des Congrès à Paris en avril 1979. Il y a un message très politique dans cette comédie musicale, dans cet opéra rock, Bernard Jeannot. Oui, c'est l'affrontement très clair entre le terrorisme et l'ultracapitalisme, ou même le totalitarisme de 0 janvier. Tous ces jeunes qui veulent montrer qu'ils existent aussi, c'est toutes les problématiques de la culture punk qui arrive dans les années 70, quand les Sex Pistols, dans la chanson God Save the Queen, chantent No Future. Voilà, on le retrouve traduit dans Starmania avec Johnny Roquefort qui crie pas de passé, pas d'avenir, pas de passé, pas d'avenir, ou Marie-Jeanne qui chante il y a plus d'avenir sur la terre. Ça, voilà, c'est les grandes problématiques punk qui sont des problématiques de rébellion, quoi. En tout, il y a eu 4 versions de Starmania, la dernière étant celle de Thomas Joly à la scène musicale à Paris. 4 versions françaises, oui. 2 versions québécoises et une version opératique aussi à Montréal. Ouais, tout à fait. Et c'est à partir de la 2e version que le mythe est forgé, à partir de la fin des années 80, Bernard Jeannot. Alors, en tout cas, la 2e version qui a vu le jour en 88 et qui a duré jusqu'au début des années 90 est une version qui a été extraite
extrêmement médiatisée. C'est la seule version qui a été filmée aussi. Donc elle s'est mainstreamisée, on pourrait dire, elle s'est globalisée. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que c'est Michel Berger et Luc Plamondon qui étaient aux commandes de la mise en scène et qui ont travaillé aussi avec tous les moyens techniques de l'époque, c'est-à-dire les synthétiseurs, les échantillonneurs, voilà. Donc c'est la version qui en tout cas a démocratisé le sujet de Starmania. Et juste après la mort de Michel Berger, en fait en 93, une nouvelle version voit le jour à Mogador, et cette version jouera sans discontinuer jusqu'en 2001. Elle était en préparation avant la mort de Michel Berger, et elle sera mise en scène par Lewis Furet. Et alors là, on a je ne sais pas combien de millions de spectateurs qui ont vu cette troisième version, à tel point que il me semble que ils ont reçu les victoires de la musique pour le plus grand nombre de spectateurs en 95 ou 96, je suis plus tout à fait sûr. Mais en tout cas, voilà, à partir de 88, de cette deuxième version, il y a eu en tout cas une démocratisation du sujet. Et est-ce que le spectacle a beaucoup changé entre 1979 et la version de Thomas Joly qui se joue encore, je crois, en ce moment à Paris? Tout à fait, ouais. Alors Thomas dit quelque chose d'assez pertinent, c'est que Starmania est une œuvre plastique. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que c'est une œuvre pour laquelle, même sur l'album d'ailleurs, il y a eu des rajouts en fait de chansons. Luc Plamondon a écrit certains récitatifs ou certains intermèdes quasiment la veille du spectacle en 79. Donc c'est une œuvre qui a beaucoup bougé. Thomas, lui, a cherché à relinéariser l'intrigue. Voilà, bon, ça c'est un choix d'écriture et c'est un choix de mise en scène qui passe, à mon avis, aussi à côté de cette esthétique du zapping qu'on avait entre 79, 88 et puis 93 dans la version de Mogador. Donc voilà, c'est une œuvre en fait qui est complètement malléable et qui est l'apanage même, je dirais, du spectacle vivant, quoi. Et après Starmania, les comédies musicales et les opéras rock se sont multipliés, Dominique Sagot-Duvauroux. On a vu effectivement pas mal de comédies musicales se créer. Néanmoins, c'est assez cyclique, hein, la production de comédies musicales, parce qu'il y a des succès dont on parle, qui sont largement repris, et il y a pas mal d'échecs qui ruinent les producteurs, hein. Je regardais là dans les données du Prodis, qui est le syndicat des grands producteurs de musique, il disait qu'en fait entre 2010 et 2019, il y a eu une chute de la demande pour les comédies musicales importante. Donc c'est vraiment cyclique et c'est souvent associé ça rebondit à l'occasion d'un succès qui remet la comédie musicale dans la tête des gens qui du coup décident d'y retourner. Il y a quand même eu plusieurs productions qui ont connu un succès important depuis les années 90. On pense évidemment à Notre-Dame de Paris en 1998, mais c'est loin d'être la seule. Oui, alors Notre-Dame de Paris signe le retour en fait de la comédie musicale en France. En fait, moi je distingue dans la chronologie des comédies musicales françaises depuis 1970, je distingue deux grosses périodes, qui est la période en fait des créations d'auteurs, donc Starmania, la Révolution française, Émilie Joly, Les Misérables, bien évidemment, mais il y a aussi Sand et les Romantiques, La Légende de Jimmy, Lily Passion, qui a été écrit par Plamondon pour Barbara. Enfin voilà, quelques grosses œuvres qui sont un peu des blockbusters et qui vont occuper la scène. Et puis à partir de Notre-Dame de Paris et autour des années 2000, on va avoir ce que j'appelle les comédies musicales de producteurs. C'est-à-dire que là, on va avoir une décision d'une production qui va réunir des auteurs et des compositeurs, souvent en atelier d'écriture et en atelier de composition. C'est le cas du Roi Soleil, c'est le cas des 10 Commandements, du Rouge et le Noir, par exemple, de Robin des Bois ou des Trois Mousquetaires, et qui vont surfer aussi sur des vagues médiatiques avec plus ou moins de succès, comme le dit Dominique, hein. Pour y aller dans une comédie musicale, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il faut pas être motivé par l'économie, parce qu'il vaut mieux aller jouer en bourse ou faire autre chose. Parce que c'est très, très, très risqué et les prix des places sont peu chers. On est en moyenne à 50 €, là où à Broadway, on est à 160, 180 $, 200 $ pour la même chose. Ça fait travailler tellement de monde en France, vous n'imaginez pas. Le spectacle musical fait travailler beaucoup, beaucoup de gens. Je ne parle pas que des termes de musique, derrière, les costumiers, ceux qui sont les couturiers, ceux qui fabriquent les décors, les menuiseries, les camions qui transportent, c'est énorme.
Je vous emmène dans l'allée où sont rangés tous les costumes, enfin une partie des costumes. Donc là, on est bien dans le XVIIe siècle avec des métaux précieux. C'est des costumes faits main. Et il y en a à peu près 350 comme ça. Donc ça vaut une fortune. C'est fait en France. Et parce que tout est fait en France, les décors, les costumes. Ça doit durer dans le temps. Et puis il faut qu'ils dansent avec. C'est des personnes à la production qui choisissent d'abord des salles qui soient suffisamment grandes pour recevoir le décor qui est très grand. Donc il faut qu'il y ait deux choses. Un, que le décor puisse entrer. Et deux, qu'il y ait suffisamment de monde pour avoir 3 shows. Parce que comme c'est un spectacle qui est très coûteux, même 2 complets ne suffisent pas pour amortir ce spectacle. Voilà le grand producteur de comédie musicale Dovatia dans les coulisses de Molière, l'opéra urbain, dans l'émission Envoyé spécial sur France 2 le 2 mai 2024. Nous sommes donc 40 ans, plus de 40 ans, 45 ans après la première représentation de Starmania. Comment se porte aujourd'hui l'économie de la comédie musicale en France, Dominique Sago-Duvauroux? En fait, elle est dominée par un petit nombre de producteurs, ce qu'on appelle aussi des producteurs générateurs, qui ont une sorte d'oligopole sur ce type d'activité, en tout cas pour les grosses comédies musicales, parce qu'on n'en a pas parlé, mais à côté du modèle de la comédie musicale à la française, il reste encore toute une activité de spectacle musical dans la lignée de l'opérette, voire des tout petits formats plus proches du cabaret ou du spectacle d'humour. Mais donc pour ces grandes comédies musicales, c'est effectivement le monopole de quelques producteurs et de quelques sociétés de production. Parce que, comme l'extrait vient de le dire, ce sont des productions très coûteuses qui nécessitent d'avoir plus ou moins un contrôle sur les grandes salles qui ne sont pas non plus très très nombreuses. Donc c'est pas aussi un hasard si Starmania est produit par Fimalac. Fimalac Entertainment, c'est la plus grosse société de spectacle vivant en France. Il contrôle 7 théâtres à Paris, la salle Pleyel, le théâtre de Paris, la Madeleine, le Porte Saint-Martin, entre autres, Michaudière. Ils ont 7 zéniths, ils ont plusieurs arénas, ils ont 22 autres salles en province. Donc, à partir du moment où on produit la comédie musicale dans un groupe qui est à la fois présent dans le management d'artistes, dans la production et dans la diffusion, on limite le risque. Mais si on n'a pas cet accès privilégié à ces grandes salles qui sont les seules capables d'accueillir ces grandes productions, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on peut moins anticiper la diffusion. Quand on contrôle ces salles, on peut anticiper la diffusion. Si on ne l'a pas, il faut qu'il y ait un premier succès pour qu'après ça, il y ait des propositions. Bernard Jeannot. Donc c'est pour ça que c'est très limité à un petit nombre d'acteurs. Oui, pour rebondir sur ce que dit Dominique, au moment où on a toute cette industrialisation du spectacle français, à partir des années 2000, 2005, je dirais, des spectacles de producteurs, on a à côté de ça, en fait, toute une série d'artistes qui se lancent en fait dans la création de formats peut-être plus sobres, je dirais plus artisanaux, pas au sens péjoratif du terme, mais avec du travail un petit peu fait main, du travail moins industriel en quelque sorte. Et on a, alors nous, entre l'université de la Sorbonne Nouvelle, de l'université de Lorraine et l'université d'Angers, on est en train de travailler sur un projet de patrimonialisation et de numérisation des archives du spectacle musical français populaire depuis les années 1970. Et on se rend compte que tout format confondu, hyper spectacle, opérette légère, etc., on est à quasiment plus de 1000 œuvres de comédie musicale depuis 1970. Certaines passent complètement inaperçues parce qu'elles ne sont pas dans le circuit de l'ultra-médiatisation, mais je peux vous jurer en fait qu'on a des pépites dans la création française. Et à l'instar de ce qu'on a vu pour Starmania, la recherche du tube est toujours inhérente au modèle économique des comédies musicales, Dominique Sago-Duvauroux. C'est assez difficile, oui, de développer un projet de comédie musicale sans y associer des tubes, même si l'économie de la musique a complètement changé depuis la première création de Starmania. Aujourd'hui, on est dans une économie de la musique qui est dominée par le streaming et par le concert, alors qu'à l'époque de Starmania, jusqu'à la fin des années 90, l'économie de la musique, elle est dominée par l'enregistrement phonographique. Donc ça a quand même
beaucoup changé la donne et changé l'importance du tube, puisque finalement, euh, une des conséquences du développement du numérique, c'est de recentrer l'économie de la musique sur le spectacle. Et donc la dépendance du spectacle vis-à-vis du disque, c'est un peu inversé. Aujourd'hui, on est plutôt dans une économie où c'est le disque qui fait la promotion du spectacle que dans une économie où c'est le spectacle qui fait la promotion du disque. Comme ça pouvait être le cas jusqu'à la fin des années 90. Donc, Bernard Janot. Exactement, dans ces hyper-spectacles industriels, en fait, c'est la chanson qui compte avant tout. C'est l'album qu'on sort avant le spectacle. Ce qui fait que la chanson est, comme le dit Dominique, en fait, on est presque dans une stratégie de concert à partir du moment où l'album va être mis en scène. Moi, j'appelle ça des concerts dramatiques, en fait, ces formes très hyper-spectaculaires et très industrielles. Et à côté de ça, quand je vous parlais tout à l'heure des formes beaucoup plus artisanales ou sobres, en quelque sorte, là, on est vraiment dans l'affiliation de ce qui se fait aux États-Unis ou à Londres, c'est-à-dire qu'on a une trame dramatique à la base et la chanson est le prolongement du corps, de la voix, du texte parlé en fait des différents performeurs, quoi. On a un système esthétique qui est complètement différent. Merci beaucoup à tous les deux, Avec Bernard plaisir. Janot et Dominique Sagot-Duvauroux, de nous avoir emmenés comme ça dans l'univers de Starmania. On attend avec impatience votre ouvrage, Bernard Janot, la comédie musicale à la française de l'opéra rock à l'opéra urbain qui va paraître aux Presses universitaires de Provence, c'est bien Tout à cela. fait. Et je rappelle, Dominique Sagot-Duvauroux, que vous êtes économiste, professeur émérite à l'université d'Angers. Et je voudrais remercier évidemment l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Léa Sabourin, Diane Devancé, Anouk Milio, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Et un grand merci également à Miguel Linares qui a assuré ce duplex depuis France Bleu Loire-Océan.